Le silence tombe. Un appel sec reconfigure l'axe du pouvoir qui est continental aujourd'hui. Devant des femmes venues de 60 pays, le discours refuse l'apparat, relie souveraineté et travail concret et promet un déplacement immédiat vers l'agriculture, la transformation, l'industrie et l'innovation, sans attendre des secours extérieurs. Qu'est-ce que cela change pour vous, ici et maintenant, quand Ibrahim Traoré parle de leadership féminin? Parce que sans elle, des champs, c'est au marché, l'unité s'effrite, la dépendance persiste et la souveraineté demeure un slogan fragile, incapable de nourrir, transformer et retenir durablement aujourd'hui. La promesse du discours est simple en apparence, mais exigeante dans ses conséquences. Mais à transformer un appel moral en trajectoire praticable. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître un rôle, mais de déplacer un centre de gravité économique et politique vers celles qui produisent déjà, souvent sans visibilité. Le bénéfice annoncé tient en une formule courte: rendre l'autonomie mesurable dans la vie quotidienne. Derrière cette promesse se cachent des enjeux précis. Si les femmes restent cantonnées à la marge, la souveraineté demeure déclarative. Si, au contraire, elles accèdent aux moyens de produire, de transformer et de distribuer, alors l'indépendance cesse d'être abstraite. Le texte insiste sur un point clé. Attendre n'est plus une option. L'attente nourrit l'exil, fige l'industrie et entretient la dépendance. En creux, un risque que apparaît: promettre sans créer les conditions matérielles peut accroître la fatigue collective. L'enjeu réel n'est donc pas l'adhésion au discours, mais la capacité à suivre des effets visibles rapidement, là où la pression économique et sociale est la plus forte. 60 pays sont cités, ouais, et là, et des milliers de femmes écoutent, mais le chiffre n'est pas le cœur du message. La véritable mesure apparaît ailleurs. Déplacer le centre de gravité du pouvoir économique vers celles qui tiennent déjà la production quotidienne. Dès l'ouverture, Ibrahim Traoré ne cherche pas l'émotion décorative. Il propose un critère de réalité. Sans transformation concrète, la souveraineté reste un mot. Le contexte éclaire cette rupture. Le discours s'adresse à un continent marqué par une dépendance persistante, une industrie décrite comme stagnante et des départs risqués vers un avenir qui devrait être possible sur place. Il relie ces douleurs à une même cause: l'écart entre les proclamations d'indépendance et les capacités réelles à produire, transformer et distribuer localement. À ce stade, l'appel ne vise pas une catégorie abstraite. Il désigne une force déjà active mais sous-reconnue: les femmes, en particulier dans les zones rurales, là où se joue la première étape de toute chaîne de valeur. Le propos avance alors par glissement contrôlé. Il part des mots, descend vers les implications, puis s'arrête sur des choix concrets: agriculture, transformation, production, distribution. La séquence c'est répétée comme une route, non comme un slogan. Le discours insiste sur le fait que l'unité africaine ne peut pas se décréter depuis le sommet. Elle se fabrique par des pratiques partagées, capables de relier des sociétés fragmentées par la culture, la langue et la religion. Dans cette logique, les femmes sont présentées comme des médiatrices naturelles, mais aussi comme des opératrices économiques. Une tension structurante apparaît clairement. D'un côté, l'affirmation qu'il n'est plus possible d'attendre l'aide extérieure. De l'autre, l'appel à des appuis institutionnels et internationaux pour ne pas laisser les femmes, surtout rurales, seules face aux contraintes matérielles. Le discours ne tranche pas cette tension, il la met au travail. Il suggère que l'autonomie n'est pas un point de départ, mais un résultat à fabriquer étape par étape, à partir de conditions observables. C'est ici que la question centrale se pose. Si cette capacité d'agir augmente réellement sur le terrain, que devient alors la souveraineté défendue par Ibrahim Traoré? Le discours introduit un personnage qui n'est ni symbolique ni abstrait.
Il s'agit d'une femme rurale, décrite comme pivot silencieux de l'économie quotidienne. Elle cultive, transforme quand c'est possible, nourrit des familles et alimente les marchés locaux, souvent sans connaissance ni soutien structuré. Cette figure n'est pas isolée. Elle sert de point d'entrée pour mesurer la crédibilité de l'appel. Si rien ne change pour elle, rien ne change réellement ailleurs. À travers ce personnage guide, le message descend d'un niveau. Il quitte la scène internationale pour toucher le sol. L'accès à l'eau, à la terre, aux outils et à la formation devient le premier test. Ce ne sont pas des promesses lointaines, mais des conditions immédiates. Lorsque ces accès existent, même partiellement, un effet précoce apparaît, la capacité de produire et de transformer sans attendre une aide extérieur. Ce discours présente cet effet comme modeste, mais décisif, parce qu'il enclenche une dynamique locale. Un second visage complète ce tableau, celui de l'entrepreneur urbaine. Elle n'est pas opposée au monde rural. Elle en prolonge l'effort. Elle structure la distribution, amplifie la transformation et relie la production locale au marché intérieur. Entre ces deux figures, il n'y a pas rupture, mais sans continuité. Le discours suggère que l'unité économique commence précisément là, dans cette articulation concrète. Le sens devient alors clair, sans conditions matérielles pour ces femmes, l'indépendance reste théorique. Tout commence par une rupture de ton. L'activation n'est pas même spectaculaire, mais elle est nette. Ibrahim Traoré ouvre la séquence en refusant l'attente comme horizon politique. Il ne s'agit plus d'espérer, mais d'agir. Cette injonction change le rythme du discours. Elle transforme une salle attentive en espace de décision symbolique. Le message cesse d'être une exhortation générale pour devenir une consigne de lecture. Regardez ce qui bloque, là où cela bloque, et décidez à partir de là. L'activation se précise par une désignation claire des leviers. Le discours nomme une chaîne dans un ordre constant. Produire d'abord, transformer ensuite, distribuer enfin. Chaque maillon est pas présenté comme dépendant du précédent. Sans production stable, la transformation se fragilise. Sans transformation locale, la distribution se réduit à l'exportation brute. Cette logique installe une progression lisible. Elle permet de passer des principes aux gestes. Elle prépare le terrain du basculement. Le point de bascule survient lorsque l'échelle change. Le propose quitte le cadre national pour adopter une perspective continentale. L'indépendance ne peut pas venir d'un seul pays. L'unité devient une condition, non une incantation. À ce moment, la figure des femmes prend une autre dimension. Elles ne sont plus seulement des actrices économiques, elles deviennent un lien opérationnel entre des sociétés fragmentées. Le discours affirme qu'elles peuvent en aplanir des conflits, et rapprocher des communautés et rendre praticable une coopération souvent bloquée par l'histoire, la culture ou la méfiance. Le climax est atteint quand la douleur collective est explicitement nommée. Enfants qui meurent. Ouais. Industrie qui stagne. Vice risqué sur les routes de l'exil. Ces éléments ne sont pas évoqués pour provoquer une émotion brute. Ils servent de justification à l'urgence. Le discours relie ces souffrances à un même défaut structurel, l'incapacité à transformer localement ce qui est produit. À cet instant, l'appel devient tranchant. Combien de temps encore faudra-t-il accepter que l'avenir se cherche ailleurs, faute de conditions sur place? Et là, mais les répliques s'enchaînent alors rapidement. Des actions sont annoncées, créer des espaces, des espaces de production et de transformation, déployer des programmes de formation professionnelle, faciliter l'accès aux technologies et aux ressources, mettre en place des mécanismes de soutien. Chaque action formulée comme un élément observable, non comme une promesse vague. Le discours insiste sur le milieu rural présenté comme le lieu où la différence se fait réellement. C'est là que la chaîne commence. C'est là qu'elle se brise si rien ne change. Une couche supplémentaire vient renforcer la séquence. Dehors, le financement préférentiel, fonds dédiés, le programme de soutien. L'objectif est répété avec insistance.
permettre d'emprunter, permettre d'entreprendre, permettre de grandir. Le discours ne cache pas la difficulté. Il reconnaît que l'État ne peut pas aller tout faire seul. Il appelle à une coopération avec des organisations internationales, des donateurs et des ONG. Cette reconnaissance n'annule pas l'exigence d'autonomie, elle la rend conditionnelle et praticable. À la fin de la ligne d'événement, une idée s'impose. L'attente appartient au passé. La mise en œuvre commence maintenant. Et la question demeure ouverte. Comment mesurer dès les premiers mois si l'appel d'Ibrahim Traoré produit réellement des effets visibles sur le terrain? Au point de départ, la situation est décrite comme une accumulation de blocages visibles. Après l'appel, elle est relue comme une série d'indicateurs à faire évoluer. Cette bascule constitue le cœur de la preuve proposée par le discours. Ibrahim Traoré ne s'appuie pas sur des tableaux chiffrés. Il installe des mesures indirectes, mais observables, qui permettent de suivre un avant et un après sans inventer de statistiques. Un premier repère consiste à regarder l'existence d'espaces fonctionnels de production et de transformation. Avant, la transformation reste occasionnelle, dépendante d'initiatives isolées ou d'infrastructures absentes. Après, le discours annonce la création de lieux dédiés, identifiables, fréquentés, reliés à une activité réelle. La mesure n'est pas un pourcentage. Elle repose sur une question simple. Ces espaces existent-ils là où la production est la plus contrainte, notamment en milieu rural, et sont-ils utilisés de manière continue? Un deuxième repère porte sur l'accès effectif aux prérequis matériels. Le texte cite trois éléments précis: l'eau, la terre et les outils. En son situation initiale, ces accès sont fragmentés, incertains ou inégaux. Dans la trajectoire proposée, ils deviennent des conditions de base, non des récompenses différées. Le delta se lit dans l'usage. Si l'eau est disponible, la transformation devient régulière. Si les outils sont accessibles, la productivité augmente. Si la terre est sécurisée, l'investissement de temps et d'efforts devient rationnel. Un troisième repère concerne la capacité à emprunter et à entreprendre. Avant, le financement apparaît comme un obstacle majeur, surtout pour les femmes rurales. Après, le discours évoque des préférentiels, des fonds dédiés et des programmes de soutien. Là encore, la preuve ne se situe pas dans l'annonce, mais dans la praticabilité. Les procédures sont-elles pas compréhensibles? L'accès est-il réel hors des capitales? L'accompagnement existe-t-il au-delà du décaissement initial? Ces trois mesures forment une grille de lecture cohérente. Elles permettent de vérifier si l'appel reste symbolique ou s'il déclenche une dynamique tangible. Le discours précise que ces indicateurs sont interdépendants. Un financement sans outils reste inefficace. Et une formation sans débouché décourage. Une infrastructure sans coordination se dégrade rapidement. C'est dans leur combinaison que la trajectoire devient crédible. Ibrahim Traoré insiste également sur un point de méthode. L'évaluation ne doit pas attendre des bilans lointains. Elle peut commencer tôt par des signes modestes mais cumulatifs. Des espaces qui ouvrent, des formations qui se répètent, des activités qui durent au-delà d'un cycle. Ces indices, pris séparément, semblent li- semblent limités. Pris ensemble, ils dessinent un mouvement. La logique est claire. Si ces deltas apparaissent, même partiellement, la souveraineté cesse d'être une promesse abstraite. Si, au contraire, les indicateurs restent inchangés, l'écart entre discours et terrain devient visible. À ce stade, la question n'est plus idéologique, elle est empirique. Que montre réellement le terrain après l'appel porté par Ibrahim Traoré? Une première lecture critique avance un argument solide. Le discours serait ambitieux, mais excessivement chargé.
Confier aux femmes un rôle économique central, un rôle social de médiation et un rôle politique d'unification pourrait relever d'une projection idéaliste. Dans des sociétés déjà fragmentées, cette attente risque de déplacer la pression sans résoudre les contraintes structurelles, sans infrastructures suffisantes, sans marché stable et sans règles claires. L'appel pourrait produire plus de fatigue que de résultats. Une seconde objection, tout aussi sérieuse, porte sur la tension interne du message. D'un côté, il affirme qu'il n'est plus possible d'attendre l'aide extérieure. De l'autre, il appelle explicitement à la coopération avec des organisations internationales, des donateurs et des ONG. Cette coexistence peut être lue comme une contradiction stratégique. Comment parler d'autonomie tout en reconnaissant une dépendance persistante au soutien extérieur, notamment financier et technique? La réponse du discours ne nie pas ces critiques, elle les absorbe. Le texte ne présente pas les femmes comme une solution magique, mais comme un point d'appui déjà existant, elles produisent déjà. Elle est transforce et transforme déjà, souvent, dans des conditions précaires. Il y a l'appel consiste moins à leur ajouter une mission qu'à lever les freins qui empêchent dans leur action d'atteindre une échelle décisive. Dans cette logique, le rôle est attribué n'est pas idéologique. Non, ça va se marrer. C'est fonctionnel. Concernant la coopération extérieure, Ibrahim Traoré propose une lecture graduée. L'autonomie n'est pas un isolement immédiat. Elle est un horizon construit. Le soutien extérieur est accepté comme levier transitoire à condition que le pilotage reste local et que les capacités demeurent sur place. La cohérence ne se mesure donc pas à la pureté du principe, mais à la trajectoire suivie. Ainsi, le discours ne promet pas un succès garanti. Il avance une hypothèse testable. Si les contraintes matérielles sont levées et si la coopération renforce l'action locale, alors l'unité et la souveraineté peuvent devenir praticables. Sinon, l'échec sera visible. C'est là que la femme rurale devient l'indicateur décisif et ce renversement change la lecture de l'ensemble du discours. Jusque-là, l'appel pouvait être entendu comme une exhortation morale ou politique. À ce point précis, il devient un instrument de mesure. Ibrahim Traoré ne présente plus la femme rurale comme une figure à valoriser, mais comme un test opérationnel. Si sa capacité d'agir augmente, la souveraineté avance. Si elle reste bloquée, tout le reste ralentit. Cette révélation recentre l'attention, elle déplace le regard des sommets vers la chaîne concrète. Produire, transformer, distribuer. Chaque étape dépend de conditions matérielles simples mais déterminantes. Accès à l'eau, accès à la terre, accès aux outils, accès à la formation. Le discours suggère que ces éléments forment un tableau de bord silencieux. Ils disent plus sur l'autonomie réelle que n'importe quelle déclaration solennelle. À partir de là, l'unité cesse d'être un slogan continental. Non, mais elle devient une coordination praticable. Si les femmes peuvent produire et transformer localement, alors les marchés intérieurs se renforcent. Si les marchés intérieurs tiennent, alors la coopération régionale devient utile, non symbolique. Le changement d'échelle ne vient plus d'un accord abstrait, mais d'une continuité économique. Cette bascule explique la cohérence du message. Le discours n'oppose pas vision et terrain, il les relie par un critère simple. Ce qui change pour la femme rurale indique ce qui change réellement pour le continent. À cet endroit, Ibrahim Traoré transforme une promesse politique en question vérifiable. Pour les gouvernements et les institutions publiques, la première conséquence est une exigence de cohérence opérationnelle. L'appel ne peut rester au niveau des intentions, il oblige à rendre visibles des politiques sur leur terrain et que cela signifie créer et maintenir des espaces de production et de transformation hors des capitales, soutenir la formation professionnelle appliquée et sécuriser l'accès aux prérequis matériels. La crédibilité publique se mesure alors à des choix budgétaires et administratifs observables. Dans cette lecture,
Ibrahim Traoré transforme l'unité en test politique continu, non en déclaration ponctuelle. Pour les entreprises, l'entrepreneuriat et les mécanismes de financement, l'effet est un déplacement de l'opportunité économique. Le discours ne valorise pas une croissance abstraite. Il appelle à consolider une chaîne de valeur complète, du champ au marché intérieur. Les entreprises urbaines sont implicitement invitées à jouer un rôle de relais en transformant la production locale en produits circulant durablement. Les instruments financiers, comme les prêts préférentiels et les fonds dédiés, deviennent alors des outils de structuration à condition d'être accessibles et accompagnés. Sans compétences dans la compagnie ressources matérielles, l'investissement reste stérile. Pour les citoyennes et citoyens, en particulier en milieu rural, la conséquence la plus immédiate est une requalification du travail quotidien. Les femmes ne sont plus décrites comme des bénéficiaires passives, mais comme des actrices centrales de la stabilité économique. Concrètement, cela ouvre la possibilité de revenus plus réguliers, d'une reconnaissance sociale accrue et d'une réduction de l'exil risqué. Mais cette évolution implique aussi des ajustements sociaux. Accepter le leadership économique féminin suppose de lever des barrières culturelles anciennes et de redéfinir des équilibres au sein des communautés. Pour la région, la coopération continentale et les partenaires extérieurs, l'appel redessine les rôles. La coopération n'est plus pensée comme une substitution, mais comme un levier temporaire. Les réseaux entre pays et entre femmes deviennent des infrastructures immatérielles capables de diffuser des pratiques, des compétences et des débouchés. Cette logique renforce l'idée que l'unité africaine ne se décrète pas par sommet, mais se construit par l'alignement progressif de chaînes économiques locales. Pris ensemble, ces effets dessinent un cadre de lecture précis. Si les conditions matérielles s'améliorent pour les femmes qui produisent et transforment, alors les bénéfices s'étendent à l'État, au marché et à la région. Si ces conditions stagnent, la promesse s'érode. À ce stade, Ibrahim Traoré ne demande pas l'adhésion à une vision, mais l'observation attentive de ses conséquences réelles. Dans un scénario de base, celui d'une continuité encadrée, les mécanismes annoncés existent mais avancent de façon inégale. Des espaces de production et de transformation apparaissent dans certaines zones, tandis que d'autres restent en marge. Ayas, la formation professionnelle progresse, mais de manière discontinue. Les financements deviennent accessibles à une partie des entrepreneurs, surtout en milieu urbain, alors que le rural avance plus lentement. L'unité progresse par coopération locale, sans basculement d'ensemble. Dans un scénario plus favorable, un effet de chaîne se déclenche. Si l'accès à l'eau, à la terre et aux outils s'améliore rapidement, la production gagne en régularité. Si la formation est pratique et répétée, les compétences se stabilisent. Et bah, si les préférentiels et fontes dédiées sont réellement utilisables, l'entrepreneuriat devient un tissu cohérent. Dans cette trajectoire, les réseaux entre femmes de différents pays jouent un rôle d'accélérateur. La coopération cesse d'être formelle et devient fonctionnelle, reliant alors une production, transformation et marché intérieur. Dans un scénario défavorable, la promesse reste fragmentée. Les programmes demeurent déclaratifs, les financements difficiles d'accès et les infrastructures retardent. Les zones rurales continuent de porter l'essentiel des contraintes sans bénéficier des leviers annoncés. La fatigue collective augmente, nourrie par l'écart entre paroles et réalité. L'appel et l'unité se heurte alors aux divisions déjà décrites et la dynamique s'essouffle. C'est-à-dire que ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, elles forment un cadre conditionnel. Si les conditions changent quand règne la trajectoire
Jager change. La recommandation implicite du discours est simple: observer tôt, corriger vite et juger la promesse à l'aune des effets visibles tels que les appelle Ibrahim Traoré. Et que ça, le stade du récit, l'enjeu se rapproche du quotidien. Le discours n'invite pas seulement à approuver une vision générale, il suggère une manière concrète de se situer selon la place que chacun occupe et ce qu'il peut réellement observer. L'appel à se lever devient une question de gestes répétés, modestes mais cumulatifs, capables de produire des effets visibles. Pour celles qui vivent et travaillent en milieu rural, l'impact des cris est d'abord matériel. Même lorsque l'accès à l'eau, à la terre et à aux outils s'améliore, la production cesse d'être un effort d'isoler. Elle devient une activité continue, capable de nourrir, d'approvisionner les marchés locaux et de générer des revenus plus stables. La formation professionnelle prend ici est à la pauvre, c'est un sens précis. Transformer des savoir-faire dispersés en compétences transmissibles, utilisables, au-delà d'une saison ou d'un projet ponctuel. Mais pour les personnes en milieu urbain, le discours ouvre un angle de responsabilité. Entreprendre ne consiste plus seulement à créer une activité individuelle. Il s'agit de structurer la distribution, d'absorber et de valoriser ce qui vient du rural et de renforcer un marché intérieur souvent fragile. La cohérence se mesure à la capacité de créer des liens durables entre production locale et consommation, plutôt que de privilégier des circuits courts en apparence mais dépendants de l'extérieur. Pour celles et ceux qui observent depuis l'extérieur, partenaires ou citoyens engagés, l'attitude proposée est claire: soutenir sans confisquer, coopérer sans imposer, renforcer des programmes sans remplacer la décision locale. Le discours insiste sur cette posture comme condition de crédibilité et de durabilité. Deux gestes assez simples émergent de cette lecture. D'abord, privilégier l'apprentissage concret et continu. Ensuite, encourager des formes de coopération praticables, ancrées dans des besoins réels. C'est à ce niveau que l'appel prend sens pour le public. La logique du discours se prête à une traduction en étapes claires, sans ajouter de chiffres ni de promesses nouvelles. Il s'agit de passer des mots à des séquences vérifiables. Et Ibrahim Traoré insiste sur ce point. L'autonomie ne se proclame pas, elle se construit par des choix successifs, observables sur le terrain. Dans un premier temps, clarifier les priorités immédiatement. Les acteurs concernés sont les autorités publiques et les mécanismes institutionnels. L'action attendue consiste à identifier en priorité les femmes des zones rurales et, et les maillons de la chaîne où la production et la transformation sont le plus bloqués. Le progrès se mesure par l'existence de listes de besoins clairs et de zones d'intervention définies, utilisables par les acteurs locaux. Dans un deuxième temps, ouvrir des espaces de production et de transformation à terme. Les collectivités, les dispositifs publics et les communautés sont au cœur de cette phase. L'objectif est de créer des lieux fonctionnels où les matières premières peuvent être transformées pour le marché intérieur. La mesure concrète repose sur l'usage réel de ces espaces et leur intégration minimale dans une chaîne de distribution. Dans un troisième temps, déployer la formation professionnelle de manière humanitaire d'abord continue. Les centres de formation, les programmes publics et les partenaires sont mobilisés. L'action vise des compétences directement applicables: transformation, gestion, organisation du travail. Le progrès se lit dans la régularité des formations et la capacité des participantes à reproduire ces compétences dans le temps. Dans un quatrième temps, rendre le financement réellement accessible à moyen terme. Les fonds dédiés et les mécanismes de prêts préférentiels doivent être compréhensibles et utilisables, y compris hors des capitales.
La mesure repose sur des procédures simples et un accompagnement effectif au démarrage. Dans un cinquième temps, sécuriser les prérequis matériels et la coopération. L'État, les collectivités et les partenaires internationaux interviennent pour renforcer l'accès à l'eau, à la terre et aux outils, tout en élargissant les programmes sans diluer le pilotage local. À ce stade, la cohérence devient visible. C'est sur cette base que l'Ibrahim Traoré lie l'exécution à la crédibilité de l'ensemble. On revient à la figure silencieuse du début. Cette femme qui travaille au plus près de la terre, qui produit, transforme quand elle le peut, nourrit et tient une communauté sans être au centre du récit officiel. À travers elle, le discours cesse définitivement d'être abstrait. Elle n'est plus une image, elle devient un critère. Si ces conditions changent, la promesse avance. Si elle reste inchangée, tout le reste ralentit. Le miroir urbain apparaît alors plus nettement. L'entrepreneur qui structure la distribution, relie le rural au marché intérieur et prolonge l'effort productif n'est pas un autre monde. Elle est le même mouvement, à une autre étape de la chaîne. Entre les deux, il n'y a qu'une continuité à consolider. C'est cette continuité que le discours cherche à protéger contre l'éparpillement et les slogans. John Ibrahim Delabessa Traoré rappelle ainsi une idée simple mais exigeante. La souveraineté ne se gagne pas par déclaration. Elle se vérifie par des actes répétés, visibles et tenus dans le temps. L'unité n'est pas un sommet, c'est une discipline quotidienne. Et l'on comprend alors qu'une promesse sans outil n'émancipe personne. Dans ce rappel, l'émotion ne vient pas de la grandiloquence, elle naît de la responsabilité partagée. Regardez ce qui change pour celles qui produisent et transforment et revient à juger toute la trajectoire proposée. La fin du discours ne cherche pas à clore le débat, elle ouvre un espace de responsabilité partagée. L'appel n'est pas de croire, mais d'observer, de comparer et de discuter à partir de signes concrets. Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion émotionnelle, il propose un critère simple. Regardez ce qui devient réellement possible dans les zones rurales comme dans les villes quand on parle de formation, d'accès aux ressources, de financement et d'infrastructures. Cette invitation concerne plusieurs cercles à la fois. Pour les citoyennes et ces citoyens, il s'agit de suivre les changements visibles dans le quotidien. Pour les acteurs économiques, de mesurer si cette chaîne locale se renforce dans le temps ou se fragmente. Pour les institutions et partenaires, de vérifier si le soutien renforce l'action locale sans la remplacer. Dans tous les cas, la question centrale reste la même. Les conditions d'agir progressent-elles là où la pression est la plus forte? Le discours propose aussi un geste simple de dialogue. Identifier ça, c'est le levier qui semble le plus décisif aujourd'hui. Formation, financement, infrastructure, coopération. Puis se demander quels signes concrets suffiraient à prouver que l'appel commence à produire des effets réels, au-delà des mots. La souveraineté, ici, n'est pas un symbole figé. Elle devient un processus observable porté par des décisions cumulées. À partir de là, une question demeure ouverte et une sorte demeure ouverte pour chacun. Quel changement visible vous convaincrait que l'appel d'Ibrahim Traoré est en train de se traduire en réalité?